Bonjour, bienvenue sur la chaîne Trick Mindset. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouveau concept, des interviews d'entrepreneurs. Nous présentons leur parcours, l'envers du décor, mais surtout leur entreprise que nous souhaitons mettre en avant. Pour donc cette première, nous allons avoir le plaisir d'avoir donc avec nous Monsieur Ol Maïssa, CEO et cofondateur du groupe Kikash, qui nous fait un plaisir d'être parmi nous. Bonjour Ol, comment tu vas? Bonjour Eric. Alors, ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec nous pour cette première interview de la chaîne Trick Mindset. Tout le plaisir est pour moi. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on souhaitait organiser ça. Malgré la situation actuelle, c'est bien qu'on puisse se retrouver en fait. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager ce que j'ai appris. Super. Donc, ça tombe bien, on veut parler un peu de l'homme, de l'humain. Qui est Monsieur Ol Maïssa? Quel est ton parcours? Alors, moi, je suis gabonais déjà. J'ai 29 ans, je vis en France actuellement et j'ai grandi bien sûr au Gabon. J'ai grandi particulièrement à Makoukou, au Loué-Vindo, donc l'une des provinces les plus pauvres du Gabon. C'est un endroit où clairement, jeune, même la plupart de mes amis ont été très créatifs. Il fallait de la créativité parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire dans la ville. C'est clair. Donc je sais que ça m'a beaucoup forgé en fait la personne que je suis devenu plus tard. Ensuite je suis allé à Franceville aussi, où j'ai passé après toute mon adolescence et autres. D'accord. Et à Franceville, il y a eu des moments dans ma vie où j'étais moins sérieux à l'école. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est mon père qui à ce moment m'avait dit: je vois que tu as cet esprit créatif, je vois que tu as envie de faire des choses notamment dans l'électronique. J'étais très passionné d'électronique, je le suis toujours en fait. Et il m'avait dit: mais tu penses vraiment que si tu ne fais pas des études, est-ce que tu vas y arriver? Cette question m'a trotté et a forgé mon caractère pour avoir de meilleurs résultats dans l'école. En fait, m'a permis après de venir en France, faire des études ensuite à Saint-Étienne, 2 ans en génie électrique et informatique industrielle. C'était un DUT, diplôme universitaire de technologie. Et ensuite, je suis allé à Bordeaux, j'ai fait 4 ans et j'ai fini spécialisé dans l'automobile, l'aéronautique et le spatial. Ensuite, je suis monté à Rennes, dans le nord de la France. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur pour la société Renault notamment. D'accord. Un globe-trotter quoi. Presque, un globe-trotter français, on va dire. Exactement. En France, un Gabonais qui vit en France. Super. Mais c'est bien en fait qu'on ait des parents comme effectivement ton père qui arrivent à voir le talent de son fils et essayer de lui donner des conseils impactants, lui permettant de se remettre en question et après avoir un élément déclencheur le motivant à faire effectivement se poser dans les études et atteindre ses objectifs quoi. Ça c'est clair. Et tu sais, aujourd'hui je me suis donné cette phrase qui me dit: si les pères parlaient plus souvent à leurs fils, on ferait, et leurs filles, ferait probablement plus un monde meilleur en fait. C'est clair. Pour simple fait que c'est vrai qu'en plus chez nous en Afrique, ils sont souvent introvertis, ils ne parlent pas beaucoup. Et donc ils donnent des phrases, c'est parfois des phrases très impactantes sur la vie de leur enfant. Donc en tout cas, ça m'a bien marqué. Donc tu as eu plutôt un parcours scientifique, effectivement. Tu as expliqué comme quoi tu avais travaillé pour Renault. Quelle expérience en tires-tu en fait de tout ce qui est donc le salariat au niveau de Renault? Qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience? C'est drôle, mais ce que ça m'a vraiment apporté, c'est la simplicité des gens là-bas. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on voit cette entreprise grosse qui construit des voitures et tout ça, mais quand on regarde les gens qui travaillent, certains sont vraiment techniquement très bons et autres, mais de manière générale, c'est des gens normaux en fait. Et tu te dis, au final, voilà, en fait, la question que je me posais même, c'est pourquoi on ne peut pas fabriquer les mêmes choses en Afrique? C'est clair. C'est assez drôle. Et donc, c'est vrai que ça m'a permis de prendre beaucoup plus d'estime sur moi-même aussi, de dire, au final, ça m'a porté. Et travailler en plus dans un sujet d'avenir qui était les véhicules électriques, voir vraiment comment ça se passe. J'ai visité vraiment des endroits impressionnants où ils testent les voitures en des conditions électromagnétiques, c'est impressionnant. Et mais j'ai apprécié l'énergie qu'il y avait là-bas. Mais en même temps, je me suis vu beaucoup de détresse parce que c'est une entreprise, c'est une entreprise où il y a quand même beaucoup de différences entre les managers et les ingénieurs. Et donc il y a beaucoup de critiques en interne, des choses comme ça. C'est pas... Voilà, ça dépend.
Ça dépend ce qu'on a comme projet de carrière et autres, mais c'était un environnement assez spécial quand même. Mais j'ai beaucoup appris, beaucoup appris. Super, parce qu'il ne faut pas l'oublier que tu es donc ingénieur et je pense que tu as aussi participé à beaucoup de brevets technologiques au niveau de Entre Renault. autres, j'ai pas directement publié un brevet, mais c'est vrai que j'ai révisé les brevets, donc ça m'a d'ailleurs permis de gagner la confiance de Renault à ce moment où j'ai pu voir par exemple des erreurs dans des brevets et corriger ces erreurs. Donc ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes pour travailler avec eux sur des projets. Super, ça c'est très bien. Justement, on pourrait se poser la question parce que maintenant tu es entrepreneur en fait, tu as une start-up que tu gères, mais comment en fait s'est passé le déclic de quitter quand même un poste d'ingénieur dans une grande société d'automobile qui est Renault, pour se dire que bon allez maintenant, non, moi je claque tout et boum, je me lance dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a poussé effectivement à sauter en fait, à sauter le pas, quoi? Donc concrètement, il y a deux éléments qui me viennent tout de suite à l'esprit, c'est l'innovation. En fait, le manque d'innovation sur les sujets sur lesquels j'étais. D'accord. Et aussi le revenu. Malheureusement. Donc je parlais justement de cette distance dans l'entreprise qui n'est pas finalement au niveau qu'on pense pouvoir espérer, voilà, qu'on voudrait prétendre. Et l'innovation, ça a été plutôt le point le plus fort chez moi parce que le sujet des véhicules électroniques, ça a été marquant depuis les années 2010 en fait, là, moi, je travaillais en 2015 jusqu'à 2017. D'accord. On sentait bien que l'innovation était en baisse. En fait, on tournait un peu autour du pot. On est en train d'améliorer juste quelque chose de technologiquement abouti, en fait. Et donc, déjà, c'était vraiment quelque chose je voulais en fait plus d'innovation, résoudre des problèmes plus forts. Voilà. D'accord, je vois. Super. Et alors, de l'innovation et résoudre des problèmes plus forts, ça, c'est déjà c'est super, effectivement. Mais ça t'a pas fait peur? C'est quand même mûrement réfléchi, ce n'est pas quelque chose que tu as pris, voilà, c'est bon, je m'en vais. Non. Ah non, ça s'est pas passé comme ça, c'est sûr. D'abord, ce qui a été intéressant, donc finalement, où aller trouver l'innovation, où aller trouver des nouveaux défis. Tout de suite, l'entrepreneuriat était à la porte. Et comme je savais que j'avais toujours envie de créer des choses depuis que j'étais petit, depuis que j'ai grandi, je me disais, comment je vais faire? Et donc, j'ai vraiment commencé à me former. D'abord, ça a commencé par le développement personnel, concrètement. C'est ça. Vraiment avoir le mindset de comprendre que si tu te sens pas bien, parce qu'il ne faut pas critiquer ceux qui se sentent bien dans leur travail, ils se sentent très bien, c'est génial. Mais si tu te sens plus bien là où tu es, au contraire, il faut aller chercher à comprendre pourquoi, chercher au fond de soi. Et en fait, j'ai découvert que j'avais envie de créer, d'entreprendre finalement. Et donc, j'ai commencé à faire des salons. En France, en tout cas, c'est un territoire où, en plus, il y a le vent en poupe, et même en Afrique. Donc, beaucoup de contenu en ligne pour se former, des salons, rencontrer des gens, voir leur simplicité aussi. Pareil, ça rassure un peu de voir que il n'est pas si fameux que ça. Et que, pourquoi pas? Mais il fallait préparer quand même des choses. Donc, il fallait faire un peu d'économie parce qu'on ne va pas se jeter comme ça. Ça, c'est clair. Donc, j'avais l'avantage d'avoir un relativement bon salaire. Donc, je pouvais faire un peu d'économie. Il faut dire que je suis en France. Donc, il y a un système qui est vachement rodé aussi pour ça. Et j'ai été aussi soutenu par mon ancien employeur, concrètement. Il a vraiment... Quand je lui ai dit que je voulais partir, en fait, il a vraiment été très, très clean avec moi. Donc, il m'a donné une possibilité. Ici, on parle de chômage, donc la possibilité d'avoir le chômage, ce qui me laissait 2 ans pour avoir au moins les ressources. Donc, ça limite bien, beaucoup, par contre. Exactement. Ça limite beaucoup on va dire, la prise de risque, la peur de l'inconnu et autres. D'accord, mais ça, c'est vraiment effectivement bien de se dire que avant de se lancer dans le grand bain, il fallait quand même se préparer, qu'il y ait une condition effectivement mentale, de se dire que voilà, il faut se préparer en se formant. Donc, tu as lu beaucoup de livres, tu t'es renseigné, parce que je sache, ce que tu fais maintenant n'a rien à voir avec effectivement ce que tu faisais à Renault. Complètement. C'est deux choses différentes. Mais complètement. Donc, par rapport à ça, parce qu'on en parlera tout à l'heure, qu'on rentrera dans le vif du sujet, mais par rapport à ça, moi je trouve ça effectivement très passionnant et aussi très honorable de ta part. C'est-à-dire que je suis dans un domaine, c'est un peu quelque part sortir de sa zone de confort. Complètement, pour le coup. Et je me rappelle d'un collègue qui me disait, mais tu vas laisser la technologie parce que je pense que ça se voyait bien que j'étais passionné quand même par le domaine technologique et électronique, justement, je l'ai dit au début.
Et finalement, tu te lances dans un truc, on va en parler, mais voilà. Donc, oui, ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui, je me rends compte du défi de tous les points possibles, parce que l'entrepreneuriat est beaucoup plus vaste finalement. Voilà, qu'un poste salarié qui est assez cadré, on va dire. Là, l'entrepreneuriat, en tant qu'entrepreneur, il faut couvrir plusieurs aspects. Et donc, j'ai beaucoup plus appris, en fait, finalement, en étant entrepreneur aussi. Et puis, bien sûr, mon background ingénieur m'a beaucoup servi aussi. Super. Donc, vraiment, merci pour effectivement ce retour d'expérience par rapport à effectivement ton parcours et effectivement le fait de voir un peu l'évolution de ton mindset, de ton état d'esprit depuis donc Franceville et jusqu'à maintenant là aujourd'hui où nous sommes à Paris. Et on va maintenant rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc la start-up Kikash. Ouais. Alors, qu'est-ce que représente Kikash? C'est quoi Kikash en fait? Voilà. Donc déjà, j'ai envie de préciser des choses avant. Il y a un truc qui est drôle, c'est que moi, personnellement, faire une entreprise pour l'Afrique, c'était pas vraiment mon truc. Je me disais, déjà, je suis venu là en France, voilà, je voyais peut-être des opportunités plus ici, ceci, cela. Mais en fait, donc, quand j'ai quitté le Gabon, déjà avant, quand j'étais au Gabon, et ça, je pense que tu le connais, tu le sais aussi. Exactement. Les files d'attente pour payer l'électricité, un exemple. Ouais. Hein. Payer l'électricité, oui, dans les compteurs Eden. À l'époque, ouais, en 2000, on était en 2007, bon, toutes ces années où Eden, et même le compteur d'avant, chaque fin du mois, des kilomètres de queue pour aller payer l'électricité. Impressionnant. Et je me rappelle ma mère qui, bien sûr, m'envoyait faire la queue. Et c'était horrible, c'était juste impressionnant de voir ça. Donc quand j'ai quitté le Gabon en 2009, c'était toujours la même situation. D'accord. Je vis en France, je fais ma vie. Je retourne en 2017, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui fait une queue à SEG. C'est fini. Déjà, je me dis, waouh, c'est quand même violent comme changement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est le sujet des mobiles monnaies qu'on va évoquer peut-être après un peu plus précisément. Bien sûr, ouais. Le sujet des RTL, des téléphones, des opérateurs téléphoniques qui résolvent en fait ce problème-là. Et je me dis, waouh, c'est incroyable en fait. Et en plus, le téléphone portable. Et là, je commence à me dire, mais en fait, l'Afrique, peut-être sans s'en rendre compte, a une technologie plus avancée que l'Europe. Et c'est vraiment c'est mon mot porteur en fait. Cette phrase porteur qui me dit, mais en fait, on a une technologie en avance sur l'Europe. Pourquoi? Parce que, en fait, en Europe aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de rendre le téléphone comme moyen de paiement. Effectivement, tu as raison. Et finalement, ils sont en retard par rapport à l'Afrique sur le sujet. C'est juste que le sujet peut-être de la téléphonie mobile n'est pas encore exploité à son plein potentiel. J'avais pas vu ce prisme, effectivement. Mais on a fait un saut en fait incroyable par rapport à ça. Et donc je me dis, waouh, ok, bon. Après, les opérateurs ont fait leur taf, donc c'est bien. Mais en même temps, quand je vivais en France, la famille, quand ils voulaient se procurer des objets à l'international, acheter des choses, bah, ils étaient obligés d'aller faire des files d'attente encore. Donc là, pour le coup, à Western Union, MoneyGram, pour t'envoyer de l'argent, pour que toi, tu achètes quelque chose pour eux, ensuite tu le renvoies. Alors que tout ça, finalement, en France, on le fait en ligne. Le paiement en ligne est une commodité ici, et de plus en plus. Et là, je me suis dit, c'est quand même bête. En ce moment, en Afrique, on a un moyen de paiement dématérialisé qui résout déjà des problèmes au niveau national. Mais pourquoi il n'est pas connecté à l'international? Il devrait devenir un système de paiement à part entière pour l'international. C'est de là d'où vient l'idée Kikash. Donc, Kikash, c'est un nom très spécial parce qu'il porte le ki et le cash. Donc, le cash, c'est assez évident, l'argent et tout ça. Et le ki, il y a le keep dedans, qui est l'idée d'économiser. D'accord. Économiser du temps, notamment. Donc, il y a le quick aussi, dans ce qui-là, qui veut se rapprocher de la rapidité. Donc, économiser du temps parce qu'on va éviter que les gens aient à se déplacer, à aller faire des gain de temps, c'est encore ça. À Western Union, alors qu'ils ont leur téléphone qui a un moyen de paiement. Et il y a le Kikash même, et peut ressembler à Kikas, qui veut dire déchirer, et qui fait aussi allusion à un film d'un super-héros qui n'est rien mais qui devient quelque chose. Parce que finalement, le problème profond de pourquoi c'est pas connecté, on se dit c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a des institutions, il y a des organismes qui bloquent aussi des barrières. Voilà, il y a des barrières. Il faut aller déchirer ces barrières-là. C'est donc dans ce sens-là qu'on a créé Kikash,
on a pris le nom Kikash. Super. Pour résoudre finalement le problème du paiement en ligne depuis l'Afrique. Depuis l'Afrique, d'accord. Donc c'est vraiment lutter un peu, on va dire, contre l'inclusion, quelque part. Complètement. Donc c'est permettre aussi, participer en tout cas à ce mouvement. D'accord. Bon, mais ça résout vraiment effectivement un gros problème que nous rencontrons effectivement en Afrique, dans le sens où c'est pas tout les Africains qui ont une carte bancaire, effectivement. De nos jours même, certains sont toujours payés, on va dire, main à la main, c'est en espèces. L'utilisation du cash. Voilà. Et on peut dire aussi que même ceux qui ont des cartes bancaires vont avoir des problèmes à payer à l'international. C'est-à-dire que finalement les cartes vont être très limitées aussi au niveau national et autres. Voilà. C'est ça. Et puis pour avoir ces cartes aussi, les banques, quoi qu'on puisse dire, sont restées très traditionnelles en demandant aux clients de venir souvent au guichet, faire les opérations au guichet. Donc ça pose un peu la même problématique de la digitalisation. Ouais. Pourquoi, en plus on a des téléphones connectés, pourquoi on n'utilise pas tout ça pour se connecter un peu plus et aller plus vite. Donc c'est aller beaucoup plus vite. En plus on est dans des villes très denses, on sait, dans les capitales, les villes sont très denses. On a par exemple l'exemple du Kinshasa où on est présent, la ville est hyper dense. Donc quand tu dois te déplacer sincèrement pour aller à la banque, c'est un coût, il y a des bouchons. Voilà, donc clairement, avoir cette économie d'énergie, de temps, c'est vraiment une mission forte que Kikash veut résoudre et en même temps que le problème central. Et c'est une mission vraiment très honorable, puisque vraiment ça résout un problème de poids et on devrait justement mettre beaucoup en avant votre start-up, car pour moi en tout cas c'est génial quoi en fait, c'est vraiment super. Alors, tu nous as dit que tu étais donc CEO et cofondateur donc de la startup Kikash, mais qu'en est-il du reste de l'équipe? Vous êtes combien? Parce que c'est quand même, il faut quand même avoir une équipe assez efficace et une grosse équipe pour pouvoir effectivement gérer tout cela. Donc qu'en est-il s'il te plaît? Donc concrètement aujourd'hui, j'ai mon associé Gilles Moukoumi qui est directeur des opérations, COO. Qui a direct plongé dans le projet quand je lui en ai parlé, parce que de son côté aussi, il a vécu dans sa famille les mêmes problématiques de paiement en ligne depuis l'international. Il a tout de suite plongé et était beaucoup intéressé par le côté Afrique en plus du projet. Et ensuite, on a dû recruter des country managers, des personnes responsables dans les pays qui nous représentent concrètement dans les pays africains pour pouvoir mener les opérations. On a choisi vraiment des personnes d'exception pour faire le travail. Je me rappelle par exemple en Côte d'Ivoire, on a une demoiselle qui s'appelle Didia Berté, Kadidiatou Berté, qui a même géré des livraisons, des gros colis et tout ça pour la société Kikash. Elle a fait des négociations impressionnantes au Cameroun, Yaninté, qui a mené des actions impressionnantes de commercial sur le terrain, au Gabon, Yuri. Et donc c'est vraiment une équipe incroyable qu'on a pu réunir autour du projet et qui sont très portés par la mission qu'on veut résoudre aujourd'hui. Super, mais c'est vraiment bien que vous ayez aussi des country managers très engagés, qui croient, qui sont passionnés par leur métier et qui voient un peu effectivement jour après jour, qui travaillent vraiment pour effectivement grandir Kikash. Et donc vous avez donc des country managers dans chacun des 11 pays où vous êtes actuellement. Complètement, c'est très important pour nous. C'est bien ça. Parce que il faut vraiment être présent. On est ici en opérationnel et en technique en France pour justement assurer tout le côté paiement à l'international et développer les produits. Mais sur le terrain, il faut des personnes qui nous remontent les infos terrain. C'est très important pour nous. Avoir le retour terrain, avoir le ressenti terrain, avoir aussi toutes les problématiques terrain que ça pose. De mener à bien ce projet. D'accord. Et donc ça c'est les country managers. Et donc tu parlais donc effectivement du cofondateur. Comment se gère la startup? C'est-à-dire que vous gérez chacun un pôle spécifique ou vous avez vous deux des tâches donc concrètement, moi étant CEO, je dois surtout assurer la stratégie et la vision de l'entreprise. D'accord. Mais je suis un peu le passe-partout. Donc je fais beaucoup de développement technique, notamment. De toute façon, j'avais un background, donc ça m'a bien servi pour participer au développement technique. Et en même temps, voilà, j'essaye d'accompagner l'équipe dans sa réalisation. Derrière, il y a bien sûr Gilles qui assure toutes les fonctions opérationnelles avec les country managers pour qu'ils puissent recevoir les paiements clients
discuter avec les clients. D'accord. Il assure aussi le service client, même fonction importante, on va le dire tout à l'heure, sur la capacité justement à être très concurrentiel par rapport à des services qui ont moins d'efficience sur ces sujets de rapport client. Une relation client, ouais. Une relation client exceptionnelle à fournir, entre autres. D'accord. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, parce que voilà, en Afrique, on connaît vraiment tout ce qui est mobile money avec nos opérateurs téléphoniques, mais comme tu l'as dit, en Occident, ce n'est pas vraiment mis en avant. On voit effectivement Apple qui essaie de mettre ça en avant dans ses iPhones, BNP Paribas aussi, sinon chacune des banques essaie de le mettre en avant pour payer effectivement ses achats avec son téléphone portable. Mais c'est vrai que tout à l'heure tu le disais, et maintenant je m'en rends compte, en fait, en Afrique, on est vraiment en avance. Je crois que c'est l'Afrique et aussi l'Asie qui utilisent beaucoup. Si je peux rebondir, c'est pourquoi en fait Jack Ma, les fondateurs d'Alibaba, veulent rentrer en Afrique sérieusement. Exactement. Même les Américains aussi, notamment en Afrique anglophone, parce qu'ils voient en fait, ils comprennent en fait qu'il y a eu un saut. Il y a eu véritablement un saut technologique. J'ai rencontré un entrepreneur italien qui m'a dit c'est quand même impressionnant parce que vous avez fait vraiment un bond. En fait, vous avez sauté quelque chose. Normalement, on aurait dû passer par la carte bancaire, un système traditionnel, mais on a sauté un truc. C'est ça, on est passé d'une génération même. Voilà. Mais c'est vrai que dans le quotidien, quand on est en Afrique, on ne se rend pas compte. On se dit c'est banal. C'est normal. Voilà, c'est normal, mais en fait, c'est particulier. Et, voilà. Super. Alors, justement, c'est quoi la mobile money ? Pour ceux qui ne le sauraient pas, Ouais, donc c'est intéressant. En plus, c'est drôle parce que je pense qu'on a été nombreux, en tout cas au Gabon, je me rappelle, avoir manipulé ça, mais on ne se rend pas compte. On ne s'en rendait pas compte. C'était le flash à l'époque. Le flash, c'était... on pouvait envoyer du crédit à quelqu'un. Ouais. Et il fallait mettre des petits codes. Dièse, 123, dièse, 1, 2, 3. C'était des petits trucs bêtes comme ça. Et en fait, ce code-là, ce sont des USSD. Il y a un sigle, vous pouvez regarder sur Wikipédia pour la signification. USSD, c'est ça. USSD. Et ces codes-là ont été créés dans les années 90. Et ça a été créé en même temps que le GSM. Donc ça veut dire que tout téléphone portable est capable d'avoir accès aux USSD. Déjà. Donc ça pose la base en fait du mobile money. Ensuite, les USSD permettaient quoi? De communiquer avec l'opérateur à moindre coût qu'un SMS. Parce qu'on pourrait communiquer avec l'opérateur avec un SMS. Le SMS coûte plus cher à cause de l'électricité et autres. Le SSD, c'est un lien direct avec l'opérateur, plus rapide et qui est moins coûteux pour l'opérateur. Et au final, donc, on l'utilisait pour consulter le solde. Partout dans le monde, on l'utilisait pour consulter le solde. On l'a utilisé, nous, on a commencé à voir le flash au Gabon qui permettait d'envoyer du crédit à des particuliers. C'était dans les années 2000, hein, je crois. Oui, complètement. Et en fait, en 2008, ça a switché. Il y a une entreprise, M-Pesa, au Kenya, qui se sont dit, pourquoi on ne va pas recevoir, on va prendre du cash des gens, on va leur mettre un solde à disposition dans ce bloc du SSD, et ensuite ils pourront se faire des transferts entre eux. Ça a commencé comme ça, et en fait, ça a été juste fulgurant. Le M-Pesa est passé à une croissance incroyable, elle a été revendue, c'est une histoire impressionnante. Et en fait, ça s'est démocratisé. 2008, c'est parti très vite. C'est arrivé dans tous les pays aujourd'hui, quasiment d'Afrique subsaharienne et même d'autres. Il y a même des pays qui ne voulaient pas l'adopter, comme les pays du Maghreb. Et là, ils sont tous en train de s'y fier. Parce que en fait, c'est tellement puissant, parce qu'il y a ce coût, comme j'ai dit, l'USSD sur tous les téléphones de base. Donc même la grand-mère reculée dans un village complètement, peut quand même utiliser ce service. Et il y a quand même une relative simplicité d'usage en plus. D'accord. Alors, ajouté à ça, donc, il a fallu quand même que vous mettiez donc en place une technologie vous permettant quand même de faire en sorte que donc une personne en Afrique, grâce effectivement au mobile money, puisse donc faire des achats en ligne sur Internet, sur toutes les plateformes donc occidentales ou autres. Mais cette technologie en question, c'est une technologie qui est brevetée, que vous avez créée vous-même, toi et ton équipe. On a créé la technologie, on ne l'a pas brevetée, et ça va être dur de la breveter, et souvent un brevet, pour le coup, comme je connais un peu cet univers du brevet, on va nous demander un aspect justement technologique, physique, on va dire, de l'électronique souvent. Mais on envisage potentiellement ces choses, donc je ne peux pas en parler précisément. Mais sinon, on a créé notre propre technologie, et au final, si on parle vraiment de comment on résout le problème en soi, donc il y a le mobile money qui existe
Ce sont les opérateurs qui sont garants de ça. Donc il y a 2 versions concrètement pour résoudre le problème du paiement avec ces mobiles monnaies à l'international. Il y a la version, on a rencontré les fondateurs par exemple, non, les personnes qui ont construit concrètement le Orange Money, qui participent à la construction de Orange Money. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est prendre le mobile monnaie et le déplacer en Europe et essayer de l'intégrer dans les systèmes, dans Amazon et autres. C'est bien, je pense que c'est viable aussi. Il y a d'autres sociétés qui essaient de travailler dessus, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui fait ça. Ça n'existe pas. Donc, voilà. Pour la simple raison que si tu veux le faire, il faut que la plateforme même, si tu vas voir par exemple Amazon, et tu vas dire on veut intégrer le mobile monnaie, c'est parti, il faut vérifier tous les procédés, il faut faire. Franchement, il y a tout voilà, pour le faire rentrer, ça va être long, ça va être très long. Ouais. Mais c'est pour ça. Nous, Kikash, on a décidé simplement que, sachant que aujourd'hui, les sites en ligne reçoivent des paiements par carte bancaire, pourquoi se priver de ça? Donc, au contraire d'utiliser directement le mobile monnaie vers le site, on va utiliser le mobile monnaie, le connecter à une carte virtuelle, et cette carte virtuelle va permettre au client d'aller acheter sur son site. Comme la carte est virtuelle, on garde la rapidité, donc il va pouvoir recharger cette carte très rapidement. On garantit quasiment 10 minutes en temps de recharge, donc comparé à un déplacement dans une ville. Voilà. Et ensuite, le client a sa carte virtuelle, Kikash, qui lui permet de payer directement sur des sites comme Amazon, Netflix, Facebook et autres. On a déjà plusieurs clients qui l'utilisent. Super. Alors, par rapport à ça, effectivement, Kikash. Donc, si une personne veut effectivement se procurer une carte Kikash virtuelle, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Où doit-il aller pour pouvoir se procurer une carte Kikash? Alors aujourd'hui, Kikash, on a un site internet qui présente vraiment tout Kikash et notre page Facebook. Et sinon, on a une app web, donc une app sur navigateur, où la personne peut s'inscrire concrètement, quelques informations. Ensuite, il valide ses infos, on valide ses infos avec lui. On va ensuite lui permettre de faire une simulation pour obtenir la carte. Donc il y a l'app web et il y a une application Android et une application Apple en cours, sur laquelle les clients peuvent utiliser directement les services Kikash. Super. Donc en fait, vous êtes quasiment sur toutes les plateformes. Ah oui, complètement. On le vise certainement. Ouais. Et d'autant plus les applications mobiles qui sont très importantes pour nous, car la technologie qu'on a développée a besoin d'être dans une application sur Android pour être beaucoup plus efficiente dans l'usage. Donc là, actuellement, moi, je veux me procurer une carte Kikash. Je vais donc sur le Play Store, je télécharge l'application. Kikash, vous marquez Kikash, oui. Et donc directement, elle est installée. Elle se connecte, si je comprends bien, donc à mon USD, c'est ça? Non, l'USSD, c'est très transparent pour le client. Donc, elle va utiliser ça au moment du paiement. Au moment du paiement. Cette technologie-là derrière pour enchaîner en fait les chaînes USSD, comme on les appelle, pour le faire automatiquement. C'est vraiment pour simplifier la vie au client. Sinon, il devrait faire encore des actions à la main. Nous, on élimine vraiment toutes ces actions concrètement. Mais c'est vraiment bien en fait, parce que ça veut dire que c'est en fait vous prenez la rapidité en fait. Complètement, donc c'est bien marqué dans le nom et justement c'est pourquoi on l'a choisi. Super. Donc les amis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de faire des achats, que vous êtes en Afrique. D'ailleurs, dans combien de pays êtes-vous en Afrique? Donc aujourd'hui on est dans 11 pays concrètement. C'est bien déjà, c'est pas mal, ouais. On est au Bénin, au Burkina Faso, on est au Cameroun, en Côte d'Ivoire, Sénégal, je crois aussi. Congo, Kinshasa, Sénégal. Là, j'ai cité le Niger, le Gabon. J'ai cité le Cameroun. Donc 11 pays, le Tchad, le Togo. D'accord. Voilà. Et puis, on doit ouvrir là le Congo-Brazza. Super. Et on pense aussi au Mali, notamment. Voilà. D'accord. Alors. Là, donc, pour l'instant, si je comprends bien, le service que vous proposez, et qui est déjà un très bon service, c'est de pouvoir donc faire des achats en ligne grâce à une carte virtuelle partout dans le monde, en fait. Complètement, ouais. Voilà. C'est le seul service que vous envisagez de proposer pour l'instant, que vous proposez maintenant, ou vous envisagez d'amener d'autres services, si on peut en parler, bien évidemment. Ah ouais. Donc, c'est une bonne question. C'est vrai que quand on développe une start-up, il est important de penser au focus, parce que là, on a choisi de se focuser sur ce problème, mais il y a d'autres problèmes qui dérivent tout de suite
Il y a la problématique de livraison, typiquement, qui est une problématique qu'on connaît très bien parce qu'en fait, on a commencé aussi à essayer de gérer les problématiques des livraisons. Beaucoup de gens qui nous connaissent savent qu'on a fait les livraisons en Afrique. Au début, oui. Au début. Mais on s'est concentré sur le paiement aujourd'hui et on pense toujours à l'avenir pouvoir collaborer, ouvrir des services potentiellement sur la livraison. On pense même aux livraisons par drone. Hein. On ne se limite pas. Donc, j'espère bien y revenir. Comme la technologie, de toute façon, est un peu mon dada. Donc, on verra bien comment l'avenir se propose. Au-delà de ça, on parle de payer à l'international. Ouais. Mais il y a aussi le paiement inter, en fait, finalement, dans l'Afrique même, qui est aussi tout un sujet. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a beaucoup de commerçants qui nous contactent et qui voudraient utiliser Kikash pour se faire payer concrètement, pour recevoir leur paiement. Ça, c'est une très bonne idée. Et donc, ils nous ont ouvert la porte. On s'est dit, on va travailler pour eux, on va leur donner nos API. Et en plus, on veut encourager aussi des start-upers africains dans leur mission. Super. Donc, pour l'instant, si je comprends bien, ce serait vraiment axé donc, dans ces services-là. Vous n'avez pas, alors peut-être que je m'avance, mais vous n'avez pas peut-être un jour envie, pourquoi pas, que les gens puissent se transférer de l'argent aussi Complètement, c'est aussi une demande très forte qu'on reçoit. En fait, concrètement, on l'a même testé. D'accord. On l'a même testé. Toutefois, c'est les défis de l'entrepreneuriat. Le transfert d'argent hyper chaud. Parce que c'est vraiment tout de suite des problématiques de fraude importantes. Il faut vraiment que ça soit bien régulé, quoi. Ouais, on a vraiment eu vraiment un target assez chaud. Voilà. Donc c'était hyper chaud. On a sécurisé nos outils au maximum. Là où quand on travaille juste avec l'Afrique, finalement, bizarrement, ça se passe bien. C'est-à-dire on est plutôt tranquille. Mais quand on commence à brancher l'international dans l'autre sens, hein, notamment France vers Afrique et tout ça, il y a des réglementations qu'il faut vraiment respecter. Quoi. Voilà, complètement. Et puis beaucoup la safety, donc tout ce qui est sécuritaire dans les outils. Donc, et c'est vrai que ce serait vraiment un des focus pour nous aujourd'hui. Donc on le met en sourdine, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a clairement dans nos dossiers. Super. Super. Eh bien, écoute, maintenant on va un peu parler de chiffres, hein, parce qu'on est aussi là pour ça. donc Kikash, est-ce que ça marche? Alors... Donc, je sais que c'est une question un peu cash, mais bon. Non, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, concrètement, on a plus de 200 millions de francs CFA de volume de transactions. Wow. Donc, c'est pas mal, sachant que 80% ont été générés là cette année. Donc, on a eu une bonne accélération vraiment sur l'année 2020. D'accord. On pense pouvoir même aller beaucoup plus loin. Notre but, c'est vraiment d'atteindre les 650 millions. Donc, si je reconvertis en euros, on vise les 1 million d'euros de volume de transactions. Donc, des utilisateurs qui nous envoient l'argent et qui veulent recharger leur carte avec les frais inclus et autres. Donc, oui, ça marche. Super. Et donc, justement, par rapport à ça, là, avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement, comment a réagi Kikash par rapport à la crise du Covid et tout, puisque quand même 200 millions effectivement de francs CFA, de chiffres d'affaires actuellement, comment vous avez pu effectivement vous adapter? Est-ce que ça vous a rapporté plus au niveau donc de votre croissance, ou plutôt il y a eu beaucoup d'imprévus? Au niveau de notre croissance, au contraire, ça a vraiment impacté, car ça a montré encore plus le besoin de Kikash. Pour le coup, comme les banques ont eu des restrictions, même au niveau des pays africains dans lesquels nous sommes, pour ne plus recevoir autant de monde. Donc finalement, les gens étant chez eux pouvaient directement recharger via Kikash. On a vu vraiment une courbe impressionnante de personnes qui sont passées par nous maintenant pour avoir leur recharge et payer véritablement à l'international. Ça montre très bien la problématique dont je parlais de la digitalisation. Donc nous, on est complètement digital et c'était plus simple pour les clients dans cette période-là de crise. D'accord. Alors, dans votre secteur, est-ce que vous avez quand même des concurrents, j'imagine? Et donc, qu'est-ce qui vous différencie vraiment, effectivement, des concurrents que vous avez dans la place, sur le continent africain? Déjà, aujourd'hui, il faut noter que l'Afrique francophone est assez peu concurrentielle sur ce marché-là du paiement. Sincèrement, en Afrique anglophone, on voit beaucoup plus d'acteurs, il y a beaucoup plus de budgets et d'entreprises qui sont créées. En Afrique francophone, on est un peu moins. Après, il y a les banques. Les banques, en tant que telles, essayent de plus en plus à se digitaliser en ce moment. Donc, c'est vraiment elles les concurrents. Donc, ça fait quand même des gros concurrents en soi. Mais on pense qu'on a une différence par le fait qu'on a un support client en ligne. Là où, par exemple,
Un client qui va payer sur un Facebook avec sa carte, je ne sais pas de quelle banque nationale, Ouais. va avoir un problème de paiement en ligne, va venir à sa banque et dire à la conseillère, j'ai pas réussi à payer. Ouais, c'est Et, c'est chaud pour la agaçant, quoi. conseillère et souvent la relation client est très tendue. À Kikash, on veille à ce que le client soit servi, même après achat, pour vraiment lui donner toutes les indications dont il a besoin. Super, donc il y a vraiment un parcours suivi, effectivement, étape Complètement. par étape. On ne laisse pas nos clients et on fait en sorte de toujours leur donner les indications dont ils ont besoin parce qu'on comprend nous-mêmes en plus les outils qu'ils ont envie d'utiliser. D'accord. Donc c'est bien parce que vous mêlez à la fois rapidité, efficacité et aussi donc un service client qui est toujours à l'écoute pour Complètement. pouvoir... Toujours à l'écoute, on essaye d'être présent même 24 heures sur 24 pour donner un feedback tout de suite aux clients qui ont des questions par rapport à leur usage même des cartes chez nous. D'accord. Alors je voudrais revenir effectivement aussi en tant que client, voilà, moi je veux effectivement me procurer une carte Kikash, quel est le coût pour se procurer une carte? Est-ce qu'il y a des frais? Est-ce qu'il y a voilà, quel est le coût qui me permet, moi, directement mon téléphone portable, avec mes mobile money, d'avoir donc une carte Kikash virtuelle? Donc aujourd'hui, la carte, elle est vendue et disponible 2 ans, donc elle a une validité de 2 ans. D'accord. Le prix d'achat, c'est 6 500 francs CFA, ce qui fait à peu près 9,93 €. Et en plus, on le vend aussi bien sûr en francs congolais ou en dollars congolais et aussi en francs guinéens, les pays dans lesquels nous sommes D'accord, présents. vous avez plusieurs devises. Voilà, donc c'est l'équivalent des 6 500 francs CFA dans ces devises. Et sinon, on a des frais de recharge sur chaque recharge et non sur chaque transaction, comme font certaines banques. On a des frais de recharge une fois sur la recharge du client, un pourcentage normalement du montant qu'il recharge. Et ensuite, le client peut utiliser sa carte sans plus aucun frais, sachant que la carte a une devise euro dessus. Donc, qui permet directement, quand je vais payer sur Amazon, de ne plus avoir de frais de change. D'accord. Donc, c'est vraiment que pour la c'est que pour la souscription, c'est pour la création de la carte qu'il y a des frais en plus, mais après... Non, à chaque recharge, donc quand moi aujourd'hui je veux 10 €, je vais avoir des frais de recharge et ensuite j'utilise mes 10 € voulus sur internet comme je le souhaite. Si demain je veux encore, j'aurai des frais et ainsi de suite. Donc les frais sur chaque recharge. Donc ces frais tendent à baisser au fur et à mesure dans le temps pour répondre de plus en plus à des clients qui veulent justement avoir des tarifs beaucoup plus réduits. Et on milite là pour qu'en octobre 2020, nous soyons capables de répondre à ce besoin-là. Au départ, quand on l'a lancé, on voulait surtout tester notre idée, être sûr que le besoin de rapidité était concret. Aujourd'hui, on en a la preuve que ça marche. Voilà, les utilisateurs nous ont fait confiance avec cela. Ah, mais ça, ce sont de très bonnes nouvelles. D'accord. Bah écoute, vraiment merci de nous avoir pu nous montrer un peu ce que propose Kikash, ce que c'est Kikash. Je trouve que c'est une start-up qu'il faut vraiment qu'on puisse mettre en avant, car ça lutte vraiment contre l'inclusion donc de l'Afrique sur tout ce qui est les transactions à l'international ou autre. Alors, on a une tradition qu'on veut mettre en place sur effectivement ce concept, un interview trick mindset, c'est de poser la question à tous les entrepreneurs qui viendront donc nous présenter leur entreprise, de savoir quel est leur trip en tant qu'entrepreneur. Donc toi, quel est ton trip? En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui te motive en fait? Quel est ton trip qui te permet d'être la meilleure version de toi-même? Comme mentionné au début, j'ai parlé du fait que j'étais beaucoup attiré par des problèmes compliqués. Donc finalement, résoudre un problème important est vraiment la chose qui me tient à cœur. Et quand j'ai constaté justement que Kikash, que le problème de paiement était aussi important en Afrique, je me suis plongé directement là-dedans. Et donc mon trip à moi, c'est vraiment résoudre un problème important et satisfaire des clients. Super. En tout cas, merci beaucoup Olmaïssa d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Eric. Pour cette interview qui est très riche effectivement d'expérience et surtout nous montrant la puissance, parce que je peux dire que c'est vraiment la puissance de la startup Kikash. Et en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de voir ensemble un peu plus l'évolution de la startup dans les années à venir, en voyant un peu comment vous aurez bien grossi au niveau de la croissance. Voilà. Et donc j'espère aussi, chers
membres de la chaîne, Trip Mindset est aussi donc notre univers, que cette interview vous aura plu. Et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires sur cette interview, ce que vous en avez pensé, ce qu'on pourrait améliorer. Et on vous souhaite donc une très très bonne journée ou une très très bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. À bientôt sur la chaîne Trip Mindset. Allez.